Bonjour explorateur, te voilà dans la bibliothèque de Babel, endroit où recueillit tout le savoir de l'humanité, ainsi que son imaginaire. Si tu es ici, c'est que tu n'as pas pu trouver la finalité de ton voyage. Donc laisse-moi entendre les tout premiers mots qui te viennent à l'esprit, afin que je puisse te guider là où tu dois te rendre. Je me disais bien que cette allure imposante et inexpressive me disait quelque chose. Il est vrai que là d'où tu viens, le vertige cauchemardesque qui nous attend n'a d'égal que l'absolu désespoir qui y règne. Toutefois, si tu as une valise à déposer ou un comparse à retrouver, entrons, toi et moi, dans ce muc épouvantable dirigé par un dieu fou. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais à titre personnel, j'ai toujours senti un malaise face à certaines œuvres dont toutefois, la cible prévue à cette dernière était bien mes jeunes yeux. Quand j'étais enfant, comme ceux des années 90, je pouvais passer des heures à regarder le tableau qui faisait bouger des images en continu, baigné parfois d'une neige blanche. Si mes pupilles ne pouvaient se défaire de tout ce qui m'était proposé, tant les univers semblaient plus colorés, amusants et agréables, certains avaient le don de me mettre mal à l'aise. En regardant certains créateurs des années à la suite, je réalisais que je n'étais pas marginal à cette forme de terreur. Que ce soit par le joueur du grenier ou le captivant Feltup, nous arrivâmes à établir le même constat qui était que certaines émissions ou animations dépeignaient une certaine noirceur, et tout particulièrement si je puis me permettre, avec ce fait en slow motion en pâte à modeler. De Chicken Run à Voilà c'est gros mythe, en passant par Shaun le mouton ou pourquoi pas Vincent, tous ces titres évoquent en moi une sensation de gêne. Je ne sais pas si c'est le mouvement saccadé ou vif doublé de visages tirés qui me rebute, mais ce que je sais, c'est qu'un épisode d'un tout petit court-métrage suffit à me révulser du genre. Lors d'une journée plutôt banale, j'étais chez moi en train de regarder à l'heure prévue une émission appelée Midi les Zouzous. Pour les plus jeunes qui n'auraient pas connu ce que c'était de base, ce programme diffusait des séries très enfantines, voire niaises, et il arrivait de diffuser des séries dont le fond était mature, quoi qu'il en soit. À ce moment, un épisode, dirons-nous, d'OVNI se présenta devant mes petits yeux dubitatifs. Un habitant d'une planète vivait avec une plante dont il portait une affection toute particulière. Cette dernière arrivait à produire un haricot qui, au final, tomba dans un coin de la pièce. Son propriétaire, dont les traits partageaient ceux de Wallace, remarqua que son frigo était vide. Les heures passantes, bien que la plante indiquât le haricot avec ferveur, ce dernier s'approcha avec un regard éminemment écarquillé, jusqu'à que dans un champ en fond, nous comprîmes qu'il cuisina sa plante. Et une fois le repas achevé, il vit le haricot, et l'épisode se termina sur son visage surpris. Si je m'en rappelle encore, c'est que cet épisode a dû nourrir mon inconfort face à tout ce genre qui me rappelle ou qui augmente ce sentiment que je ne qualifierais pas de sordide, mais de glauque. Des années après, une œuvre sut me réconcilier avec certains d'entre eux, comme l'étrange Noël de Monsieur Jack. Si une dichotomie semble se manifester à la suite de ce que je viens de raconter, cela est naturel, car il est vrai que la question pouvait se poser. Comment apprécier une œuvre plus sombre,
alors que le reste se voulait édulcorer. À cela je répondrai que si je ne supportais pas les œuvres dites édulcorées, c'était qu'il y avait une sensation d'ambiguïté. Je m'explique. Les films pour enfants représentaient un univers plutôt agréable, mais les personnages qui y vivaient en étant tout autres. Bien qu'ils semblent bienveillants, leurs traits cliniques et exagérés dépeint un certain malaise ou inconfort comme une menace qui rôde constamment, ou un regard qui vous scrute de manière insistante, au même titre que ceux qui auraient une aversion pour les clowns ou dans des cas plus rares, pour des robots. Plus l'étrangeté se rapproche de l'homme, et plus son aspect nous perturbe. Et de manière plus concrète, des traits trop tirés nous tétanisent dans la lecture des émotions, nous donnant la sensation d'être en danger avec un être imprévisible, tandis qu'avec les films à l'aspect horrifique, cela ne se pose plus, car il y a peu ou pas de doute sur les intentions du protagoniste. Ce qui fait plus peur que l'hostilité et l'inconnu, et les horreurs que nos esprits créent pour répondre aux doutes de ce qu'il peut rencontrer, transformant un sourire et un grand regard en une menace expressivement sadique. Cela dit, balayons la bienveillance et plongeons-nous donc sur cette noirceur que seuls les plus aventureux peuvent supporter, celle d'un cauchemar matérialisé depuis 30 ans, dont la pâte, la peinture et la plastique laissent transparaître de la chair, du sang et des matériaux inondés dans de suintantes ténèbres. Une cloche semble tomber du ciel. À l'approche de la Terre, cette dernière semble fourmiller de canons peuplant un monde austère et détruit par la guerre. Si de prime abord, l'objet en approche semble paraître comme un obus à abattre, cela en est tout autre, car à l'approche de cette coque de métal se cache un individu en armure et avec un masque à gaz, ressemblant à des soldats dans des tranchées de la Première Guerre mondiale. De manière taciturne ou du moins robotique, nous le voyons manipuler sa trajectoire par une multitude de leviers qui finit par sortir un parachute de sa capsule corrodée pour plonger dans les profondeurs d'une ville en ruine. Un voyageur en tenue d'apocalypse en sort et part donc explorer la ville à travers un labyrinthe de paysages désolés, habités par d'étranges personnages. Bien qu'il semble n'avoir aucune empathie, cela paraît naturel dans un monde où la constante affiche la cruauté et l'horreur des êtres qui y habitent. Car si dans cet univers, la tuerie est une norme, alors le personnage n'en devient pas monstrueux mais commun à son univers, et bien qu'il finisse par tuer sans agacement de petits êtres, il le fait sans malignité, tout comme vous qui écrasiez des cafards ou des araignées à la différence des habitants des alentours. Les habitants des lieux sont ici particulièrement hostiles et semblent avoir muté, si bien que la détresse qui s'y est installée s'affiche comme un moyen de survivre avec la plus pire des cruautés. Ne perdant pas de temps dans les parages, l'explorateur s'engouffre plus profondément dans les tréfonds crevassés, si bien que nous réalisons de toute évidence que ce monde semble afficher plusieurs niveaux, un peu la façon d'une terre creuse. Chaque niveau présente une cruauté et une détresse différente, car dans ce niveau, la souffrance et la torture individuelle paraît comme alimentant une fonction sociétale propre à cet étage, tout comme un rouage important à l'échelle globale de son système mécanique infernal. Ici, la chair à canon porte son nom au sens littéral de sa sémantique, car les fuites de corps électrocutés par la chaleur remplit un être dont le supplice correspond à créer des carnations automates esclavagisées et industrialisées, en main d'œuvre ou en combustible, afin de produire d'immenses blocs macabres, rejoignant un véritable mécanisme dont l'utilité se révélera plus tard. Dans un élan d'humanité, après avoir considéré un être de ce niveau avant que celui-ci se fasse sauvagement attaquer par des monstres tyrannisants et condamnés par l'influence d'une machine à la voix criarde de Pépé, le soldat descend encore plus bas dans les cavités, obscures, ressemblant à une alliance entre égout et un bunker. À cet endroit,
repose une multitude de valises semblables exactement à celles que le personnage transporte. De par l'évidence du lien qui lie l'endroit au personnage, à la dépose du bagage entre la multitude de ses prédécesseurs, ainsi que de la bombe qu'elle semble contenir, nous comprenons que tout le long, à travers sa carte en lambeaux, le but était de parvenir à cet endroit plus précis pour provoquer une explosion. Cependant, en vue du nombre incalculable d'affaires entassées, la question se pose. Pourquoi n'ont-elles pas explosé et où sont passés tous ses camarades avant lui? Jusqu'à que la réponse nous saute aux yeux et qu'une créature emporte le pauvre malheureux dans les ténèbres impuissants. Ce dernier réapparaît dans un spectacle d'ombre à l'image de Red Room, en ombre chinoise, devant un public qui s'affichait comme bourgeois avant d'être dépossédé de tous ses biens et de finir dans une clinique aux apparences de salle de torture, où le pauvre malheureux subit des atrocités par un docteur à l'allure sadique et déshumanisé dans une cellule à ciel ouvert, où nous pouvions voir le sort de tous ses prédécesseurs. De son corps ensanglanté et retirer une créature qui se veut de grande importance, et de sa tête, et voler le fragment de sa mémoire, comportant des informations du monde d'où il vient. Nous apprenons alors qu'il vivait dans un niveau où la vie était martiale, saluant un culte, dont des moires ou si vous préférez des voyantes, guidait ses habitants dans des missions suicides pour exécuter une tâche divine, à travers les niveaux cauchemardesques de cet univers. Le soldat choisi de toute évidence, modifié génétiquement, car plus massif et imposant que le prêtre, partaient chacun à son tour, remplir leur devoir. Ainsi ce cycle annonçait à chaque fois le nouveau départ d'un soldat, où nous comprenons que cela s'était rendu à un stade même du rituel. Le deuxième donc arriva sur une ville en ruine, hantée par des êtres presque octopoïdes, aux tentacules létales visiblement. Mais il n'était pas l'heure de traîner, car les vestiges d'une civilisation antérieure avaient laissé après une exécution de masse des véhicules dont, de toute apparence, il semblait avoir survécu à une arme nucléaire ou à une sécheresse provoquée par un hiver nucléaire. Dans son voyage, nous pouvons être témoins d'une pluie de métaux à travers une guerre omniprésente dans l'aridité de cendres et de napalm. Si avec le précédent explorateur le voyage se faisait en profondeur, celui-ci ne se fut que seulement à la fin, parcourant avant un horizon abrupt et froid de champs de bataille incessantes, continuant sa mission. Au retour de la dépouille du premier, le rejeton abdominal fut livré à une sorte de créature ressemblant à un explorateur, ayant choisi son lieu de résidence ici, ou si vous préférez, à une créature se présentant comme une divinité. Cet être inquiétant parcourut alors à la suite un paysage dont seule sa présence était tolérée par le verrouillage d'immenses portes et constitué de blocs construits comme vu précédemment par les êtres de chair fécale, ainsi que des paysages dignes de vestiges civilisationnels mythiques ou parfois même d'aspect extraterrestre. Ce parcours se vit alors jumelé par un humanoïde, se représentant comme maître des lieux. Si son physique semble a priori grotesque, il partage la similitude d'arpenter la science avec la dignité du début, si bien que suite à des scènes d'exposition, les deux se retrouvent hiérarchisant de manière évidente leur rôle de maître à l'arbin respectif. Dans le mélange d'artisanat entre métallurgie, chimie ou alchimie, et pourquoi pas aussi d'occultisme, cette poudre se vit alors jetée dans une forge cosmique qui projeta ou propagea des images de l'univers dans son entièreté, de l'histoire à sa taille, en passant probablement par son sens. L'omniscience jaillit le temps d'un instant comme une drogue que la divinité ne pouvait plus se passer. Voyons donc les messages ou les interprétations probables que l'œuvre a voulu représenter ou s'est inspirée pour nourrir cet ensemble d'étranges mais fascinantes noirceurs. La scène de début nous fait comprendre que nous allons être spectateurs et observateurs de sa présentation qui paraît s'exposer à première vue comme une pièce de théâtre et selon moi, le message de fond est exposé de manière symbolique, car nous voyons une tour dont la divinité ou l'être qui se veut voir représenté évoque sans contestation
la tour de Babel. Si la référence vous échappe, selon la Bible, les hommes de Babylone ne parlaient auparavant qu'une seule langue et ne formaient qu'un seul peuple. Un jour, leur vint l'idée de construire une tour qui atteindrait les cieux par sa hauteur et leur permettrait ainsi d'accéder directement au paradis. Mais Dieu, les trouvant trop orgueilleux, les punit en leur faisant parler des langues différentes, si bien que les hommes ne se comprenaient plus et furent alors contraints d'abandonner leur entreprise et se dispersèrent sur la terre, formant ainsi des peuples étrangers les uns des autres. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Ainsi est le parchemin du Lévitique 27.26. Si ce passage nous est lu, c'est qu'il résumera l'intégrité de fond de l'œuvre en elle-même. Une fois cette information acquise, nous pouvons déjà poser une explication sur toute la masse d'informations qui nous sera jetée au visage. Effectivement, cette histoire nous parlera donc de l'obsession et l'orgueil d'un être qui se voit détruire son monde pour se rapprocher de Dieu, à travers de terribles actions dans une existence globale qui ne se comprend plus et se déchire, tout en subissant les erreurs de leur existence passée et présente, comme l'image d'une punition divine, déchaînant une hostilité courroucée. Nous voyons donc à travers ce monde sombre et affreux qui n'est pas simplement abandonné par Dieu, mais activement puni. Le résultat final étant alors une existence misérable, avec peu ou aucun soulagement sans possibilité de rédemption, prenant parti de montrer que les mondes forgés auparavant se conduisaient à nouveau dans la folie de l'autodestruction, comme une fatalité en soi. Le voyage que poursuit alors le protagoniste étant de la même veine, étant une question de destruction, de pose d'une bombe qui mettra fin à un monde, ce qui laisse comme conclusion que la seule fin du monde est une forme de soulagement. Ainsi, en effet, d'une manière métaphorique comme se veut le titre du film, le soi-disant Dieu à la tête de tout ceci ne peut être que fou ou en colère, car s'il est évident que pour cet antagoniste, si nous osons le qualifier de tel, il est également pour tous ces habitants qui sont pour une minorité les acteurs actifs de ce numéro effroyable et pour l'autre majorité, les spectateurs victimes d'un environnement cruel. Dans les vastes endroits désolés ou dans les villes en ruine, nous comprenons vite que dans cette œuvre, si les choses ne sont pas mortes, elles se veulent alors en guerre ou en acte sadique de domination, quand il s'agit de présent. Toutefois, le passé fait partie intégrante de tout ce qui compose ces niveaux, car chacun évolue dans ce qui paraît avoir vécu ou avoir existé. D'ailleurs, les ossements et les fossiles du départ, lors de la plongée de la capsule dans les profondeurs insondables de cet univers, nous le rappellent qu'ici, il n'y a plus d'avenir, seulement l'histoire de ce qui a été, combinant à ce qu'il en est, c'est-à-dire des souvenirs couplés à la présence de la mort. Si cela est sous nos yeux, qu'en est-il alors le rapport avec la tour? Rappelez-vous, si les vestiges imposent parfois des mégastructures ou une industrialisation dantesque, cela va de pair avec la sémantique de la tour de Babel, car de toute évidence, les civilisations passées laissaient la présence comme preuve que leur ambition leur avait coûté leur existence à l'image d'une punition divine, rappelant également un autre moment biblique qui est celle de la cité de Sodome et Gomorrhe, qui furent détruites par le soufre et le feu, victimes de la colère divine, pour des péchés dont la nature était débattue comme l'orgueil, l'inhospitalité, l'abus sexuel et autres. En effet, car lors du second voyage par le deuxième soldat, envoyé à une des surfaces, l'ensemble du paysage affichait une vision d'un monde si sale et imprégné d'épaves, qui semble excessive même en termes de représentation d'un monde post-apocalyptique, sous un dessert radioactif. Car si nous voyons de véritables complexes structurels, cette dernière était toute détruite ou délabrée.
comme des reliques d'un passé apocalyptique nucléaire qui avait laissé les êtres qui y vivaient estropiés, mutants, dérangés. Néanmoins, dans tous ces niveaux, ceux qui semblaient être des humains en toute santé paraissent fous par une réalité cruelle, dont il se peut qu'ils en tireraient les ficelles pour assouvir leur confort. Cette vision de caste pouvait se voir manifester lors du spectacle où une classe sociale d'apparence aisée se gossait dans une scène de torture dont leur position semblait toutefois puissante, de par la propreté qu'ils affichaient, dans un monde où il était dur de se mouvoir en un seul morceau, ne serait-ce que pour traverser un couloir. Quoi qu'il en soit, chaque niveau de cet effroyable monde avait l'air d'alimenter ou de correspondre avec ses niveaux inférieurs. Que ce soit ses habitants ou ses structures, tous convergeaient à la réalisation d'un seul et unique but, celui de satisfaire les besoins de l'entité qui s'était présentée au sommet de la tour de Babel au début, dépeignant symboliquement son orgueil à vouloir s'approcher de Dieu. Ce péché que l'on peut qualifier d'originel pouvait être alors interprété comme nature des maux de ce monde qui se voyait sacrifier ses formes de vie pour un seul individu qui n'hésitait pas à meurtrir ou corrompre ces derniers afin d'assouvir son besoin de connaissance et de toucher du bout des doigts ceux de Dieu lui-même. Il se pouvait dès lors que pour échapper à tout ce chaos, l'humanité vint creuser pour proposer son propre monde, mais aliénée par leur propre orgueil, le résultat fut le même à chaque fois, causant des atrocités caractéristiques de leurs croyances ou de leur régime civilisationnel. Nous avions en premier une société martiale, guidée par un culte dont la mission était d'envoyer des êtres modifiés, parcourir des niveaux inférieurs, pour placer à des points stratégiques des bombes. En dessous, dans le clair-obscur, des structures métalliques d'un bleu métallisé tiraient sur tout ce qui bougeait, avec des canons au ciblage xénophobe martelés de ces obus tout corps, étrangers, comme un ennemi. Puis un monde laissé livré à lui-même où le cannibalisme ou le règne du plus fort était prépondérant par le pas lourd d'un personnage horrible, se nourrissant ou mutilant des humanoïdes vivant dans des détritus ou de la tôle. Plus bas, se terrait une allégorie d'un totalitarisme et dystopique d'un système industriel massif, où l'humanité se voyait directement reliée à la machine l'un nourrissant l'autre. Ici, un crâne gavé de fluide corporel faisait tourner un mécanisme fabriquant des esclaves se sacrifiant pour une productivité totalement folle, sur l'emprise de créatures maintenant l'ordre dans le babillage incohérent d'un bébé remplaçant les commandes réelles, se moquant de la manière dont la classe ouvrière est commandée par la classe dirigeante. Mais le fait qu'ils écoutent encore tranquillement montre à quel point leurs chaînes sont profondément enracinées. Les gardes, qui sont des créatures atrocement déformées, ressemblent à des caricatures d'entités exposées à des niveaux élevés de radiation. Cela rejoint l'une des préoccupations persistantes du film, celle d'un holocauste nucléaire. Cette entité catholique dénote comme une présence d'autorité à l'image d'un Big Brother, manipulant une société lobotomisée et servile, bon qu'à produire jusqu'à y mourir. Et dans ces caniveaux, une étrange bête hantait les lieux pour conduire les pauvres victimes à un niveau où les pauvres suppliciés se faisaient torturer et se voyaient transformés en cobayes pour un être ténébreux caché sous de lourdes portes dont l'horizon, une fois passé, cachait de véritables labyrinthes architecturaux et mystiques, jusqu'à un laboratoire où la connaissance pouvait se matérialiser. Dans un niveau inconnu, un décor dévasté entre villes détruites et déserts arides, ainsi que poussiéreux était présente, laissant un trou à quatre bords s'engouffrer encore plus profondément dans un trou sans fond. Le voyage qui nous est donc présenté est une exposition de cet univers cauchemardesque à travers le périple du soldat partant en mission suicide par un culte dont il en était l'initié, les protagonistes occupant seulement le rôle de véhicule afin d'explorer ces terribles noirceurs comme de niveaux où chaque cauchemar laissait témoin des étrangetés lugubres et tortures différentes. Vous pouvez voir Mad God comme rien de plus qu'un voyage imaginatif, une sorte de fantaisie existentielle qui est un spectacle pour le spectacle, et apprécier la beauté trouvée dans la laideur tirée d'un rêve de fièvre surréaliste. Œuvre visionnaire, Mad God ne semble pas tout à fait concerné par l'intrigue,
et fonctionne à merveille comme une expérience sensorielle. Pourtant, à travers une influence claire de la religion et de la politique, il a la qualité d'un puzzle qui peut s'avérer très enrichissant lorsqu'il est décodé. La lecture plus profonde est que Mad God est une déclaration sur votre monde par le biais d'un prisme où d'un côté, il a la vision du verre à moitié vide qui dit que votre monde est essentiel et que cet endroit horrible est sans espoir où vous peinez tous jusqu'à votre disparition soudaine. Et la lecture du verre à moitié plein est que votre monde n'est pas si sombre, qu'il y a de l'espoir pour la civilisation et les individus au sein de cette civilisation d'être heureux. Ce qui suit dans le film est une image beaucoup plus détaillée de ce que signifie vivre dans un monde révoqué par Dieu. La laideur, l'horreur, la brutalité, où vous voyez d'innombrables êtres vivants blessés, consumés d'une manière affreuse, les gens de ce monde exploitant et sont à leur tour exploités sans compassion de manière sincère. Ici, baignant dans le nihilisme le plus total. Il y a également un héritage artistique substantiel auquel le créateur de ce cauchemar appelé Tibet emprunte en créant Mad God. Bien que ces éléments soient principalement cosmétiques, utilisés davantage pour rendre la vision de Tibet cohérente plutôt que d'être une réinterprétation ou un remaniement de ceci, un rapide coup d'œil sur eux peut être utile pour disséquer les pièces de cette œuvre d'art densément chargée. Les chiffres sont d'une importance capitale pour ce monde. Le plan d'ouverture montre ce qui semble être une itération complète de la tour de Babel. Et si c'est le cas, l'édifice à 7 niveaux est approprié car il représente les 7 péchés capitaux, répandus dans la théologie chrétienne. Dans la sélection Inferno de la Divine Comédie de Dante Alighieri, Dante entreprend un voyage à travers l'enfer, découvrant que l'enfer se compose de 9 cercles concentriques dans le niveau souterrain, chaque cercle représentant l'intensification des péchés et leur punition ultérieure, à mesure que les cercles se déplacent vers l'intérieur. Les principales influences visuelles de Tibet issues des beaux-arts sont évidemment les œuvres d'Hieronymus Bosch et de Beksinski. Bosch était un peintre hollandais du début de la période néerlandaise, qui est aujourd'hui réputé par 3 œuvres d'art en triptyque qu'il a réalisées de son vivant. 2 de ses œuvres, Le Jardin des Délices et Le Jugement Dernier, sont particulièrement importantes dans le film, et une représentation cauchemardesque du monde céleste et des enfers a beaucoup de parallèles avec la représentation du film et des créatures macabres qui peuplent ces mondes. Ces triptyques décrivent également les mécanismes utilisés par la torture et la punition et les activités menées par les habitants de l'enfer. Beksinski était un artiste polonais et une figure de proue de l'art polonais contemporain de la fin du XXe siècle. Contre les horreurs maximalistes de Bosch, les œuvres de Beksinski sont minimalistes dans leur représentation effrayante de paysages dystopiques, donnant vie aux pires angoisses de la guerre froide. Ces terrains gargantuesques et embourbés dans la mort et la décomposition, donnant naissance aux mutants les plus infernaux, évoquent une ambiance similaire à ce que Tibet fait dans Mad God. Du film, les influences vont de la présentation étoffée de mondes oniriques, de Fellini ou de Wojciech Has, à la marque de surréaliste de Jodorowsky, allant de scatologie à l'alchimie. Eraserhead de Lynch est également une influence évidente étant donné le monde industriel sombre de ce film, et surtout à cause du bébé mutant qui est extrait de l'assassin. Il y a aussi des références aux œuvres de Lang, en particulier l'imagerie poignante de l'industrie comme celle de Metropolis, et du monde de la mort dans Destiny. En matière de style d'animation, ce sont les œuvres surréalistes de Swankmajer et des Kay Brothers, en particulier leur propre itération d'un monde souterrain mécanique en décomposition dans Street of Crocodiles. Si nous revenons à l'interprétation du film, ce qui se reflète le plus à partir de l'usine, car en effet, ce qui se passe ici est un chaos contrôlé, les choses sont transformées et deviennent des produits. Mais en cours de route, beaucoup de ces humanoïdes sont des victimes sans cérémonie, écrasés, oblitérés, incinérés par autre chose, la vie pâlit par rapport au travail. Ces choses ne fonctionnent pas pour vivre, ils vivent pour travailler. Métaphoriquement parlant, cela peut frapper près de chez soi. Beaucoup d'entre vous travaillent avec l'impression d'être pris dans un système capitaliste sans compassion, qui ne se soucie pas nécessairement de ce qui arrive aux employés. Ce système mâchant les gens et les recrachant tous les jours, heure après heure. Cela permettant de voir facilement l'usine comme une simple dramatisation de ce que la plupart d'entre vous vivent malheureusement. Il y a aussi quelque chose à dire sur la fascination du soldat car ce n'est pas loin de sa situation avec le dernier homme.
Le prêtre semble avoir l'autorité sur tous ses soldats et les envoie dans le monde pour faire exploser les choses. Nous voyons lorsque les soldats atteignent le X sur la carte qu'il y a une multitude de mallettes, cela signifiant que d'autres ont fait ce voyage. Ils atteignent cet endroit mais n'explosent jamais. Les assassins sont donc tout aussi inutiles que ces travailleurs et pris dans une entreprise très différente mais similaire. Quant à ce qui se passe à l'usine, à un moment, on voit ces limaces sur un tapis roulant. Un peu plus tard, nous voyons des monolithes comme si les limaces étaient des matières premières et que les monolithes étaient des produits finis. D'une manière ou d'une autre, ils convertissent la chose vivante dans cet objet chargé. Une autre machine fait ensuite exploser les monolithes avec une sorte d'énergie qui leur permet de voler dans les airs. Ce sont les mêmes monolithes que nous voyons dans le nouvel univers qui donnent vie et intelligence à la planète stérile. Cela rend ce travail assez important et encore une fois, assez similaire à votre monde. La plupart d'entre vous profitez du dur labeur des autres. Tous vos appareils électroniques n'apparaissent pas comme par magie. Il est bien connu que les usines des pays du tiers-monde payent des sommes ridiculement basses pour produire en masse des composants. Combien de fois avez-vous entendu parler des problèmes généraux de main-d'œuvre avec les usines de vêtements dans les pays du tiers-monde? En effet, beaucoup d'entre vous profitent de ce travail sans réfléchir au coût humain d'avoir ce que vous avez. Cette séquence se conclut en plus de manière brutale. Le soldat était prêt à partir et trouva une trappe pour s'échapper. Juste à ce moment, l'un des ouvriers humanoïdes s'approcha. Ces travailleurs semblaient pour la plupart vides de conscience. Mais quand celui-ci se tenait face au soldat, l'humanité paraissait soudainement indéniable. Lorsqu'un garde d'usine s'approcha, il y a eu un moment où le soldat pouvait sauver l'ouvrier. Au lieu de cela, il tomba dans la trappe et quitta l'ouvrier, le garde ne perdant pas de temps à piétiner le fugitif en bouillie, ce qui peut être interprété par un aveuglement volontaire sur sa propre personne face aux conditions du malheur des autres, au même titre que vous baissez les yeux quand une personne semblant demander l'aumône vous tend les mains pour implorer votre aide, rendant cette scène immersivement triste et honteuse de sa propre hypocrisie assumée. De plus, Mad God semble avoir une bonne dose de messages ou de ressentiments, dirons-nous, anti-technologiques. La plupart des technologies que nous voyons tout au long du film sont utilisées à des fins scandaleuses, que ce soit les gens dans les chaises électriques, ou l'usine créant des monolithes, ou le monstre technologique qui kidnappe le soldat, ou quoi que fasse le dernier homme. Maintes et maintes fois la technologie est mise à rude épreuve. Lorsque nous voyons le nouvel univers créé, sa version de la tour de Babel est un paysage urbain qui n'a pas une seule figure de proue debout au sommet de la tour, comme dans la scène d'ouverture. Au lieu de cela, c'est une antenne qui envoie un signal radio. Vous avez idée que, dans ce monde, la technologie est la règle. Quoi qu'il en soit, si nous continuons dans cette idée d'exploitation sociétale, il semble qu'il y a une forme de divertissement alors que le déshabillage initial du soldat se déroule devant un public. Il y a un sentiment de déshumanisation similaire ici, comme dans la scène de l'usine. Nous avons parlé de la douleur des travailleurs au profit d'autres personnes qui ne connaîtront ou ne reconnaîtront jamais vraiment les travailleurs. Ici, le soldat traverse une épreuve très réelle qui mène à sa mort, et les gens le regardent en riant, l'applaudissant, sa douleur et leur divertissement. Avant la chirurgie, l'accent est mis sur les horloges. Si je ne vous en avais pas parlé, eh bien, dites-vous que ce que nous savons à la fin du film, c'est que les horloges font partie de la fin du monde, mais aussi qu'ils incarnent la fatalité de ne jamais avoir la chance de recommencer un monde, par le biais de sa destruction, comme une malédiction de voir aucune bombe détonner. Quoi qu'il en soit, il démontre aussi le temps qui passe, et essentiellement figure la mortalité, signifiant que le temps fut alors écoulé pour le soldat. Le symbolisme s'intensifie une fois que le chirurgien entra et commença la dissection. Au départ, on voit les organes et les viscères, le genre de choses que vous attendez à voir à l'intérieur d'un être vivant. Mais peu de temps après, le chirurgien récupérera poignée après poignée des pièces de monnaie et des bijoux, représentant peut-être la valeur interne que quelqu'un a, leur richesse et leur valeur, ne se limitant pas à leur compte bancaire ou à ce qu'ils possédaient, le soldat ne devant pas seulement être un simple exécutant. De la même manière que les travailleurs ne dussent pas être de simples travailleurs sacrifiables, étant le cas aussi aux pages du livre que le chirurgien trouva,
symbolisant probablement les pensées les plus intimes du soldat ou peut-être comme précédemment vu plus tôt, des souvenirs et qui sait, peut-être même des espoirs et des rêves matérialisés par un objet. Finalement, le chirurgien commence à retirer de petites créatures. Il se peut que ce soit des limaces embryonnaires de l'usine mais ressemblant plus à un ver, représentant à l'image de ce monde, l'âme ou enfant intérieur, si ce n'est de manière plus simple un élément vital. Avec la façon dont le ver pleure comme un nouveau-né, vous pouvez commencer à appliquer certaines des mêmes associations thématiques inhérentes à un bébé. Espoir, avenir, potentiel, vie. Cela correspond au fait que le ver finit par devenir le principal ingrédient de l'alchimiste dans la création d'un nouvel univers. Peu importe le destin de ce ver qui finira en une substance sirupeuse, nous savons qu'à la fin de tout cela, d'après les informations collectées, tous ces êtres échoueront et que le monde finira par se terminer. En montrant l'univers naissant à partir d'une substance semblable à de la poussière, le film rappelle à nouveau ses préoccupations avec la théologie chrétienne. Tippett dépeint le monolithe de Jupiter de l'œuvre 2001, l'Odyssée de l'espace à la fois, créant la vie sur Terre, et aussi comme une vanité pour montrer le passage rapide du temps. La création du monde et sa destruction, suivie d'une anticipation de la destruction de ces restes qui est le monde à travers lequel le soldat passe, laisse entendre que ce que le film dépeint était un monde qui avait atteint le fond de sa dégradation. Par conséquent, l'envoi du soldat devint nécessaire pour que le monde soit détruit pour renaître à nouveau. L'étalement de la poussière devient alors un montage montrant comment le monde est arrivé à ce stade, tout en accélérant le temps d'explosion de la bombe. Si nous considérons le dernier homme comme Dieu, orchestrant ce qui arrive au monde, la créature fantomatique devint son émissaire. Son apparition au sommet de la tour a fait tomber les ténèbres sur le monde et a finalement escorté le bébé qui a fourni la matière pour accélérer la destruction du monde qui est en train de pourrir. Il porte même la tenue d'un médecin de la peste, ce qui donne l'impression que sa mission est de débarrasser le monde de cette maladie qui l'a infesté jusqu'à l'os. Fait intéressant, il y a un indice sur l'existence de plusieurs mondes. Lorsque plusieurs monolithes sont éjectés à la suite de l'annihilation de la Terre, les personnes ressemblant à des soldats qui se tiennent en formation autour de la rampe de lancement de la cloche de plongée peuvent être soit celles censées effectuer des missions similaires dans d'autres mondes, en attente de destruction, soit parce qu'elles sont alignées pour jouer leur rôle dans la naissance, la destruction et la naissance cyclique de votre monde. Ainsi s'achève notre exploration. J'espère qu'à présent tu y vois plus clair. Si Tippett a pris près de 30 ans à créer cette œuvre, j'espère que tu en prendras moins à y trouver ton chemin. Je te laisse donc à ta mission, car tu sembles être l'élu qui terminera l'agonie de ce triste monde qui a besoin qu'on l'achève. Alors, n'oublie pas ta mallette, et au lieu d'une cloche métallique, je t'invite à traverser le portail en quittant cette pièce. Au revoir soldat, ou comme ils aiment à t'appeler, assassin.